Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la virulence de la troisième vague de la pandémie et la fréquence élevée des cas chez les femmes enceintes interpellent et inquiètent le personnel médical. Les femmes en état de grossesse avancée sont plus exposées à l'infection au coronavirus dans sa forme la plus grave. L'association des gynécologues et obstétriciens recommande vivement la vaccination chez les femmes enceintes à tout âge de procréer. Vous les entendrez dans ce 18h. Les personnes asthmatiques, les personnes bronchitiques avec fibrose ou avec une insuffisance respiratoire chronique doivent obligatoirement continuer à se faire suivre pour avoir un équilibre de leur pathologie chronique. C'est ce qui leur permettra d'avoir moins de risques de développer des formes graves en cas d'infection au coronavirus qui a fait ces dernières 24 heures 656 nouvelles contaminations, 9 décès avec 63 cas graves en réanimation. À Tchoti, c'est une foule nombreuse qui a accompagné le 8e calife de Thiénaba dans sa dernière demeure ce jeudi. Serigne Abdou Rahim Seck repose désormais dans la cité religieuse de Tchoti où il résidait depuis plusieurs décennies jusqu'à son accession au Khilafa en juin 2020. C'était la volonté du défunt. En politique, on va s'intéresser aux prochaines élections locales avec le Parti démocratique sénégalais. Les libéraux étaient en conclave pour peaufiner leur stratégie. Le responsable de la propagande Hassan Ba réagit dans cette édition. Au Burkina, le processus pour un retour dans la dignité des réfugiés maliens qui ont fui à cause des actes terroristes est au centre de plusieurs rencontres à Ouagadougou. Le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. 9 décès, 656 nouvelles contaminations, 63 cas graves, 15 523 personnes sous traitement. C'est le dernier bilan de l'évolution de la pandémie à Covid-19 au Sénégal. À cela s'ajoute l'inquiétude de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens face à la fréquence élevée de cas chez les femmes enceintes. Elles sont exposées avec des risques accrus d'avortement, d'accouchement prématuré entre Pikine et Rufisque. 22 femmes enceintes ont été prises en charge avec 6 cas graves et 4 décès maternels. Le personnel de soins invité à plus de vigilance. Voici les précisions du professeur Abdou Aziz Diouf, gynécologue obstétricien à l'hôpital de Pikine. Concernant la fréquence élevée, en raison des modifications physiologiques et immunitaires survenant au cours de la grossesse, la femme enceinte est exposée à un risque accru d'une infection par le coronavirus. Cette virulence est beaucoup plus marquée lorsque la femme est au 3e trimestre de la grossesse. Pour exemple, au Centre hospitalier national de Pikine, disposant récemment d'un CTE, et à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette 3e vague 22 cas de Covid-19 donc chez les femmes enceintes, dont 19 femmes enceintes et 2 femmes qui sont allaitantes. L'âge moyen des femmes était de 30 ans et nous avons noté 6 cas graves, dont l'atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. Nous avons malheureusement déploré 4 décès maternels. Et cette augmentation des cas avec l'apparition du variant Delta n'épargne pas les femmes enceintes, ce que nous pouvons retenir. Concernant les manifestations cliniques de la maladie chez la femme enceinte, plusieurs études ont montré depuis le début de la pandémie que les femmes enceintes infectées par le Covid-19 sont susceptibles d'être admises en soins intensifs. Il faut également comprendre que d'autres pathologies de la grossesse peuvent être au devant de la scène et masquer la Covid-19. Ainsi, nous suggérons au personnel de soins de savoir rechercher la Covid-19 devant certaines complications obstétricales telles que les syndromes infectieux, l'après-éclampsie sévère, c'est-à-dire l'hypertension artérielle associée à la grossesse, les menaces d'accouchement prématuré ou parfois en cas de perte fœtale. Compte tenu de la virulence de ce variant Delta, compte tenu du risque important de morbidité et de mortalité maternelle liée à la Covid-19, le ministère de la Santé et l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens recommandent la vaccination chez les femmes enceintes à tout âge de procréer, les femmes allaitantes, mais également les femmes désireuses de grossesse. À l'instant, le professeur Abdou Aziz Diouf, gynécologue obstétricien à l'hôpital de Pikine, des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, des sujets fragiles à la Covid-19. Ces dernières infectées par le virus peuvent présenter des complications. C'est pourquoi les autorités sanitaires les exhortent à prendre les dispositions pour éviter le virus et continuer à se faire suivre auprès des structures de santé. Plus de détails avec le professeur Nafissatou Omar Touré, pneumologue, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Fann. Nous savons que depuis le début de la pandémie à Covid,
même lors de la première vague et encore plus lors de cette troisième vague, que ce sont des personnes considérées comme fragiles face à l'infection à Covid. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une pathologie respiratoire et si sur cette pathologie respiratoire vient se greffer une infection à Covid, ils peuvent présenter des complications qui peuvent poser problème. Et ces complications peuvent être liées, certes, à l'infection à Covid, mais peuvent être liées à un déséquilibre de leur maladie respiratoire chronique par cette infection à Covid. Ce qui peut entraîner une sommation de symptômes qui peut arriver à un stade de forme compliquée, parfois nécessitant une réanimation. Donc, il est extrêmement important que ces personnes se connaissent comme personnes fragiles et qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que cette infection à Covid ne les atteigne pas ou bien quand ils l'ont, qu'ils ne développent pas des formes graves de Covid. Les personnes asthmatiques, les personnes bronchitiques avec fibrose ou bien avec une insuffisance respiratoire chronique doivent obligatoirement continuer à se faire suivre dans les structures de santé parce que ce sont des pathologies avec lesquelles ils vivent et avec lesquelles ils vont continuer à vivre. Donc, l'infection à Covid ne devrait pas leur faire peur au point de ne pas aller fréquenter les structures sanitaires ou voir leur médecin pour un suivi de leur pathologie. Donc, ils doivent aller consulter pour avoir un traitement médical correct. Et l'objectif, c'est d'avoir un équilibre de leur pathologie chronique. Cet équilibre de leur pathologie chronique permet, s'ils contractent l'infection à Covid, de ne pas développer, d'avoir moins de risques de développer des formes graves. Parlons toujours de cette pandémie avec les gestes préventifs toujours pas bien respectés dans la rue et les lieux publics au moment où la chaîne de contamination et de décès ne faiblit pas. Beaucoup de citoyens ne respectent pas le port du masque, l'utilisation des gels antiseptiques, une situation déplorée par certains Sénégalais qui sensibilisent. C'est un reportage signé Josette Kali. Certains ne respectent pas les mesures barrières, ce qui est dangereux. Seule une minorité de la population semble inquiétée par la troisième vague de la Covid-19. Le port du masque, qui est la première recommandation, est foulé aux pieds. Beaucoup de Sénégalais vaquent librement à leurs occupations sans se soucier de la situation sanitaire. Un fait impensable pour ce troisième âge et cet étudiant qui, depuis le début, pour eux, tout se fait avec le masque. À chaque fois que je sors de ma maison, je porte mon masque. Je n'ai jamais enlevé mon masque. Je peux t'assurer que depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, je porte toujours mon masque. Parce que je sais que c'est la solution pour ne pas attraper la maladie. Je te jure que même si la pandémie disparaît, je porterai toujours mon masque. Qui l'ampleur de la maladie, donc on est obligé de respecter les mesures barrières. La seule solution, c'est le respect des mesures barrières. À ce stade de la maladie, il ne se limite plus au port du masque pour se protéger. Si je reviens du boulot ou bien de l'école, je me lave les mains et en plus j'utilise les gels hydroalcooliques. Attention, je ne donne plus la main, je me lave souvent les mains et j'ai avec moi mon gel hydroalcoolique. Avec de longues queues devant les boulangeries où les clients sont entassés, tout comme dans les marchés, il appelle à la sensibilisation. Le virus est en train de faire des ravages, donc je pense qu'il faut plus de sensibilisation pour que les Sénégalais retrouvent cet esprit de se protéger. Malgré le lot de cas positifs et de décès qui ne cessent de croître, les mesures préventives de lutte édictées ne sont pas respectées, surtout dans la rue et les lieux recevant du monde. Contre la Covid-19, Vinda Santé a organisé ce jeudi à Ouakam, en collaboration avec le district sanitaire Ouest, une campagne de vaccination contre la Covid-19. Plus de 1000 personnes déjà vaccinées dans le district. Cette structure compte l'élargir avec les 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson déjà acquis. Une campagne toutefois perturbée par les folles rumeurs relatives au vaccin sur les réseaux sociaux. Le compte-rendu d'Aïssatou Gueiba. Il a fallu du temps pour convaincre cette femme de se faire vacciner. Même présentement, j'ai vu dans les réseaux en France
Notamment à Lyon, le personnel de santé faisait une marche. Et les gens disaient non au vaccin. Ce qui m'inquiète. C'est ça qui vous inquiète un peu? Oui. Avec des explications, le personnel médical a dû user du jargon médical. Ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas du domaine. Mais aucune personne n'est décédée pour ça. C'est qu'il y a eu quand même des cas où il y a peut-être des mortels, des démangeaisons, des céphalées. Ça, sinon, dites-moi, quel médicament n'a pas d'effet secondaire? C'est ce que je voudrais entendre. C'est ça, madame. Beaucoup d'hésitations pour finir. Moi, je suis vacciné, mais j'ai beaucoup hésité avant de venir me vacciner. Pourquoi? Parce que j'avais eu peu d'informations par rapport au vaccin. Une campagne de vaccination communautaire contre le Covid-19 initiée à Ouakam en collaboration avec le district sanitaire ouest, assez compliqué pour les médecins et le personnel soignant, avec les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, des médecins qui rassurent. Alune Djata, responsable pour la santé du district ouest. Vaccin bi efficace so jëlé Sinopharm bi efficace 79% la lay protéger. AstraZeneca 89%. waxuñu dina lay protéger 100%. lépp lu feebar bu grave forme grave de la dal forme légère moo lay dal bu boobaa faj bi dina yomb. Mais les populations demandent davantage d'informations sur le vaccin. Les questions que j'avais posées avant de me vacciner, c'est que toute personne, avant de faire quoi que ce soit, a besoin d'être informée. Vous estimez qu'on doit plus communiquer avec les populations? Bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Il faut beaucoup de sensibilisation. Une campagne qui a débuté il y a plus de 15 jours avec 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson pour démarrer les activités, avec comme objectif de vacciner le maximum de personnes afin de lutter contre le Covid-19. Aïssatou Gueiba, tout médicament a des effets secondaires. Il est recommandé pour les personnes vaccinées d'attendre 10 à 15 minutes dans les points de vaccination pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique chez le patient. Des recommandations du médecin-chef du district ouest, Dr Abdou Karim Diop, avec Aïssatou Gueiba. Alors, en principe, après la vaccination, on doit être à côté pendant 15 minutes. Ça permet peut-être au personnel soignant d'observer la personne. Est-ce qu'elle n'a pas développé une allergie? Parce que tout produit, on peut avoir une allergie. Même le paracétamol, il y a des gens qui n'aiment pas le paracétamol. Ils prennent ça, des fois, ils tombent. De même que l'esprit ou bien, en tout cas, je cite ces médicaments-là parce que c'est les médicaments les plus utilisés. En principe, chaque personne, après la vaccination, doit attendre 15 minutes dans ce lieu de vaccination. Et après cela, maintenant, si elle n'a rien, elle peut rentrer à la maison. Mais ça ne suffit pas. Éventuellement, s'il y a des réactions qui vont survenir dans 24 heures ou bien 48 heures, la personne est invitée à revenir au niveau du centre signaler les symptômes. Et nous, dans ce cas, on va prendre les mesures vraiment idéales pour ça. Toujours concernant cette pandémie, nouvel épisode dans la série qui anime les scientifiques depuis plus d'un an, alors que le virus a fait plus de 4,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. La question de son origine reste encore sans réponse. Si dans un premier rapport, l'OMS a conclu à extrêmement improbable une fuite d'un laboratoire, jugeant plus plausible la transmission animale, la première hypothèse a été réactualisée en juillet dernier, déplorant les difficultés des scientifiques à accéder aux données brutes chinoises. L'organisation a par la suite demandé mi-juillet un contrôle des laboratoires, c'est à quoi la Chine a répondu qu'il s'agissait d'un manque de respect pour le bon sens et une arrogance envers la science, une attaque qui n'a pas découragé la délégation onusienne qui a fini le 3 août dernier sa mission consistant à jeter les bases d'efforts conjoints pour identifier les origines du virus. 10 jours plus tard, un des enquêteurs en chef, le docteur Peter Ben Ambarek, relève sur une chaîne que le patient zéro pourrait être un employé d'un laboratoire de Wuhan spécialisé dans la recherche autour du SARS-CoV-2 avant sa propagation au monde entier. La scientifique aurait travaillé au contact d'une chauve-souris porteuse du virus puis aurait été contaminée. C'est là que le virus passe directement d'une chauve-souris à un humain, a complété le médecin danois. Dans ce cas, il s'agirait alors d'un employé de laboratoire au lieu d'un villageois au hasard ou d'une autre personne qui a des contacts réguliers avec des chauves-souris. Le chercheur précise toutefois qu'il ne s'agit que d'une hypothèse dans l'attente de preuves plus concluantes sur le sujet si la Chine accepte de livrer ses secrets. Sud FM.
Parlons politique à présent. Avec les élections locales, le Parti démocratique sénégalais peaufine ses stratégies. Un séminaire regroupe pendant 4 jours les responsables des 46 départements. La conduite à tenir, les inscriptions des primo-votants, entre autres sujets abordés selon le responsable de la propagande et membre du comité directeur Hassan Ba qui sera l'invité de cette édition. Blocage du récépissé du mouvement Les Forces démocratiques du Sénégal, FDS, les Guelewar, par le ministère de l'Intérieur au motif que le terme Guelewar a une connotation ethnique. Pour l'enseignant-chercheur Mohamedou Ngoudamboub, c'est d'abord la Constitution qui interdit qu'un parti s'identifie à une race, une ethnie, religion ou secte. Si c'est en ce sens, le ministre peut rejeter la demande, mais si le terme en tant que tel parle de bravoure au courage, le ministère de l'Intérieur doit revoir les termes de référence. Abdoulaye Diop pour plus de détails. Le terme Guelewar divise le ministre de l'Intérieur et le docteur Babacar Diop après le rejet de sa demande de récépissé. Motif avancé, le mot a une connotation ethnique. Est-ce le cas? Le colonel Momar Gueye explique. Le mot Guelewar vient du sérère, de la langue sérère, et il signifie quelqu'un qui tient sa noblesse de sa famille maternelle. Et ça, c'est comme cela qu'on désigne les Guelewar chez les sérères. Sur le plan politique, l'enseignant-chercheur précise que c'est la Constitution qui interdit un parti politique qui s'identifie à une race, ethnie ou religion. Professeur Mohamedou Ngoudamboub. Il faut dire qu'au Sénégal, il n'y a pas un code de parti politique. Donc les partis politiques sont considérés comme des associations. Et donc le régime associatif est régi par la Constitution et par le code des obligations civiles et commerciales. Mais par contre, il dit clairement qu'en fait, un parti politique ne doit pas s'identifier à une religion, à une ethnie ou bien à un secte. Je veux dire tout simplement, pour un parti politique, on rejette la discrimination, on rejette les irrédentismes. Par ailleurs, le professeur estime que le ministre doit s'entourer de toutes les garanties pour éviter les polémiques. Et le mot Guelewar, pour moi, donc c'est un mot qu'il faut revoir et qu'il faut revisiter pour vous. Si ce sont des mots, par exemple, qui, rappellent la bravoure, ou bien qui rappellent notre histoire, ou bien même qui rappellent ce que j'ai l'habitude de dire, notre identité constitutionnelle, je ne pense pas donc qu'on puisse donc le rejeter. En attendant, les forces démocratiques du Sénégal, FDS, les Guelewar, décident de porter cette affaire devant la Cour suprême. Le défunt Khalif de Thiénaba a été inhumé ce jeudi à Thioti, à 2 km de Thiénaba. Le 8e Khalif est décédé lundi au Maroc. Babacar Ndaw. C'est une foule nombreuse qui a accompagné Serigne Abdourahim Seck dans sa dernière demeure ce jeudi 12 août 2021. Le 8e et défunt Khalif de Mame Amary Ndak Seck a été inhumé en mi-journée dans la cité religieuse de Thioti, où il résidait depuis plusieurs décennies jusqu'à son accession au Khilafa en juin 2020. Un lieu spirituel de retraite situé à 2 km de Thiénaba qu'il avait choisi et recommandé d'y être enterré. Une volonté respectée par son successeur et jeune frère Serigne Hassan Seck, actuel Khalif. La vie et l'œuvre du défunt guide religieux de Thiénaba ont été révisités avant la prière mortuaire effectuée à la grande mosquée de Thiénaba. Le retour aux préceptes de l'islam et un repentir de tous au Seigneur de l'univers, telles sont les recommandations de Thiénaba, qui a prié pour le repos de l'âme de son 8e Khalif, Serigne Abdourahim Seck. Babacar Ndaw, Thioti pour Sud FM. Décédé la nuit dernière du maire de Bémé Bikini et ancien directeur général de la Société de gestion de l'énergie de Manantali Sogem, Saloum Cissé s'est éteint des suites d'une maladie et avait beaucoup contribué au développement local de son terroir. L'homme a marqué les esprits des jeunes et des acteurs politiques de la région de Sédhiou de par les conseils et modèles qu'il leur offrait. Aliou Diallo, le 2e vice-président du conseil départemental de Sédhiou, apporte son témoignage au défunt. Ses propos sont ici recueillis par Moussa Dramé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à l'ensemble des fils de cette région. Saloum, je pense que je suis très petit vraiment pour porter un témoignage sur sa personne, mais seulement c'est quelqu'un aussi que j'ai approché parce qu'il fut mon encadreur au niveau du Parti Socialiste. Et tout récemment aussi, en 2014, quand on allait aux élections locales, voilà quelqu'un qui a eu à nous orienter. C'est Sédhiou qui perd. Nous venons tous du Dieu. Nous allons tous y retourner. Nous souhaitons vraiment que son âme repose en paix au niveau du paradis. Saloum, c'est quelqu'un qui est plein de programmes. Tout récemment, il m'a convoqué chez lui en présence de son ami. On a un ami commun, Balatamba. Nous avons discuté ensemble de comment vraiment développer une agriculture vraiment d'appoint au niveau du département de Sédhiou. Il est allé jusqu'à acheter même des tracteurs. Il est allé acheter même des offsets. Que Dieu l'accueille à son paradis.
nationale. Vers le rapatriement volontaire des réfugiés maliens, le processus pour un retour dans la dignité de ceux qui ont trouvé refuge au Burkina pour échapper aux actes terroristes et au centre de plusieurs rencontres à Ouagadougou, la correspondance de Mathieu Somda. Le rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité des réfugiés maliens vivant au Burkina est encadré par des accords signés le 9 janvier 2015. Les résultats de la mise en œuvre de ces accords sont au centre de la 10e réunion de la commission tripartite Burkina-Mali au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'une audience à la présidence du Faso. Le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés du Mali présente le contexte des rencontres de Ouagadougou. Oumarou Diara. C'est dans le cadre de la rencontre tripartite concernant nos réfugiés, les crises à laquelle nos deux pays sont confrontés aujourd'hui a nécessité le déplacement de certains de nos compatriotes. Donc le Mali, le Burkina et les HCR se sont retrouvés dans la capitale du Burkina Faso pour échanger afin de prendre les dispositions idoines pour le retour dans la dignité de nos compatriotes. Pour une telle rencontre importante, on ne saurait venir sans rendre compte au président de la République. C'est pour d'abord remercier le président de la République du Burkina pour son accompagnement à l'ensemble du peuple malien. Et pour terminer, nous lui avons présenté nos condoléances pour toutes les victimes civiles et militaires de cette guerre qui nous a été imposée par des esprits obscurantistes. En 2012, les réfugiés maliens étaient estimés à plus de 50 000 au Burkina, mais au deuxième trimestre de l'année 2021, il ne restait que 22 289 réfugiés. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. En Côte d'Ivoire, l'ancien député ivoirien Ben Souk, proche de Guillaume Soro, interpellé au Mali par le service de la gendarmerie nationale sur instruction de la justice malienne, était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays. C'est Soukou Mohamed dit Ben Souk, un proche de Guillaume Soro, arrêté au Mali mardi dernier, sera certainement remis à la justice ivoirienne après 2 ans de cabale. Cet ancien député ivoirien, qui est sur le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays, est aussi accusé d'actes subversif par la justice malienne. Afghanistan, l'avancée foudroyante des talibans menace Kaboul. Ce jeudi, les insurgés ont annoncé avoir pris Ghazni à 150 km à peine au sud-ouest de la capitale. Le gouverneur en fuite a reconnu que la ville était tombée. Pour les insurgés, la victoire est hautement stratégique. Ghazni est la capitale régionale la plus proche de Kaboul et elle est placée sur l'autoroute qui mène à Kandahar, la seconde ville du pays. La cité est donc privée de sa ligne de soutien logistique alors qu'assiégée depuis des semaines. Ce bastion traditionnel des insurgés était ce jeudi le théâtre d'intenses combats. Kandahar, selon certaines sources, serait même tombé dans la nuit de jeudi largement entre les mains des talibans. La situation était aussi désespérée à Herat, la 3e ville d'Afghanistan, où les talibans ont pris ce jeudi le QG de la police et la prison. Sud FM, l'invité du jour. C'est le responsable de la propagande du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur Hassan Ba, qui s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Hassan Ba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, également chargé de la propagande. Alors, le PDS a organisé un séminaire de 4 jours en perspective des prochaines locales. Alors, dites-nous, quelles ont été les grandes lignes de ce séminaire? Merci beaucoup. Les grandes lignes ont été que nous avions envisagé de notre parti avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, puisque simplement tous les Sénégalais aujourd'hui épris de paix et de justice et de démocratie, alors on regrettait le fait que nous soyons défenestrés des charges du pouvoir. Véritablement, partout au Sénégal a essaimé des mouvements de retour, des mouvements de regret, comme les Wolofs le disent, comité de retour, etc. Alors tout le monde tape à nos portes pour dire que ces personnes-là qui tapent à nos portes veulent des cartes de membres, adhérer massivement au Parti démocratique sénégalais, non seulement au niveau des 14 régions et des 46 départements, mais même au niveau de la diaspora. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions gagné un département de la diaspora lors des législatives dernières. Vous comprenez dans ce sens que nous avons donc fait un travail de massification du parti. Nous avons fait une tournée nationale. Le secrétaire national en charge de renouvellement et président de la commission de la vente des cartes, avec son équipe,
a fini de faire le tour du Sénégal. Et aujourd'hui, donc, il était important qu'on puisse terminer ce séminaire de formation avec les cadres du parti, dont des anciens députés, des anciens maires, des anciens ministres, des cadres haut niveau, les jeunes particulièrement, et les femmes de notre parti. Et nous avons cogité un certain nombre d'éléments et élaboré une stratégie de vente de nos cartes avec le déroulement qui va commencer sous peu. Donc nous voulons véritablement qu'à l'horizon 2022-2024, que nous soyons le parti le plus performant, le plus prêt au combat politique pour remporter largement, n'est-ce pas, les élections législatives et évidemment la mère des batailles, c'est la présidentielle de 2024. Alors, le séminaire a été organisé dans un contexte de substitution lié à l'inscription des primo-votants sur les listes électorales. Alors, quelle est la position du PDS? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Il y a eu beaucoup de suspicions au niveau déjà de la loi sur le code électoral, comme vous le savez. Nous avions même saisi, entre autres, le Conseil constitutionnel. Vous savez la suite. Donc, c'était un peu superfétatoire. Un Conseil constitutionnel qui a pris une décision illégale, illégitime, qui ne repose sur aucun texte de droit. Ça a été renvoyé, rejeté par l'ensemble des démocrates de ce pays, y compris les états-majors politiques. Ça, je pense que c'est connu de tous. Mais le problème fondamental, c'est que les auditeurs du fichier électoral, dans un récent rapport, nous ont fait savoir qu'entre janvier 2019 et janvier 2021, il y a eu 400 418 électeurs inscrits hors délai. Vous savez que la loi électorale nous dit qu'il y a tous les ans ce qu'on appelle la révision ordinaire sur les listes électorales, qui part du 1er février au 31 juillet. Mais également, la même loi nous dit, quand on approche des élections, quelles qu'elles soient, il y a ce qu'on appelle la révision exceptionnelle des listes électorales. C'est le cas présentement. Et là, à ce niveau, les premiers votants ont été interdits quasiment de participer puisqu'on leur exige de la présentation d'une pièce d'identité, la CNI, alors que tout le monde sait qu'en faisant les démarches nécessaires administrativement parlant, en les déposant, les citoyens peuvent rester un mois et poussière sans même l'octroi donc de la pièce d'identité, ensuite pour se faire inscrire. Alors, Macky Sall n'avait pas trouvé ça ici. Ce que nous avions fait comme d'habitude, c'est de laisser ces citoyens-là s'inscrire à l'aide d'un certificat d'acte de naissance et d'un certificat de résidence, et après enrôlement des pièces, quand il s'agira d'aller chercher les pièces, alors ils retrouveront leur pièce d'identité avec leur carte électeur accolée. Voilà le système qui était là, qui a très bien joué, qui a très bien fonctionné. Mais Macky Sall s'entend véritablement que sa politique est décriée par l'ensemble, pour ne pas dire la quasi-majorité des jeunes du Sénégal, n'a pas voulu que cette catégorie puisse avoir un peu sa pièce d'identité, par conséquent ne pourra pas voter. Mais nous l'avons décrit partout, et nous, au niveau de l'opposition, au niveau des états-majors, des entités composant l'opposition, nous sommes en train de travailler là-dessus pour arriver à régler définitivement cette question. En quoi faisant? Évidemment, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons donc non seulement amender l'opinion publique nationale et internationale, mais nous allons également mettre le gouvernement devant ses responsabilités, puisque nous avons pris la responsabilité de ne pas se laisser faire. Et évidemment, il y a des positions politiques qui vont être prises autour de ces questions. Et je pense que c'est un peu tôt de les dévoiler, mais nous allons verser, parce que Macky Sall a créé aujourd'hui les germes d'une confrontation politique. Il va en assumer à lui seul cette responsabilité-là. Puisque de toute façon, nous connaissons la démocratie, elle a accouché, notre système électoral a accouché de deux alternances démocratiques dans la paix. Nous n'avons pas besoin vraiment des combats, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de combats politiciens, on a besoin véritablement d'être serein, calme et de faire prévaloir la démocratie à juste mesure. Mais malheureusement, le régime ne comprend que la gifle, le régime ne comprend que les brutalités, toutes choses que nous ne voulons pas. Mais aujourd'hui, il faut le dire, Macky Sall lui-même et son régime ont créé des germes d'une confrontation politique. Je pense que s'ils ne reculent pas, cette confrontation-là reste inévitable. Hassan Ba, je vous remercie. Merci beaucoup, Malik. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et chargé de la propagande du même parti. Sud FM, chez vous, à tout instant.
La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Après la sortie de Gora Faye, le président du Collège des producteurs de l'interprofession avicole du Sénégal, demandons l'annulation sans condition de la seconde hausse de 500 francs en 6 mois sur le prix du sac d'aliments de volaille. Le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, apporte quelques précisions, notamment sur l'origine de cette hausse. Alors, en ce qui concerne la hausse du prix de l'aliment de volaille, c'est constaté sur le marché et c'est en rapport avec la hausse continue des intrants majeurs, notamment le maïs et le tourteau. Il était clair que 3 mois derrière, on avait réuni tous les acteurs ainsi que les provendiers pour pouvoir trouver un accord pour atténuer un peu les effets de la hausse sur le marché national. Nous avons obtenu cet accord sous l'arbitrage un peu du système du marché actuel. Et dans ces conditions, il fallait surveiller un peu sur les 3 mois qui vont arriver le comportement de ces produits sur le marché international. Malheureusement, nous avons constaté que qu'en ce qui concerne le maïs, les cours ne se sont pas stabilisés et ont continué à augmenter. C'est la même chose pour le tourteau, principalement le tourteau de soja, aussi qui est devenu très cher. Maintenant, si vous agrégez tout cela en le mettant sur aussi la hausse du coût du fret, vous voyez un peu que ce sont des éléments exogènes qui ont fortement impacté les importations de ces intrants. Alors, c'est un réajustement qui a été fait par les provendiers, sinon eux aussi, ils ont des coûts de production qu'ils calent sur les intrants. Et si ils ne s'ajustent pas, pratiquement, ils ne pourront plus vendre. Et s'ils ne vendent pas, ils ne produiront pas. Voilà un peu ce qui explique cette situation. Et nous allons continuer à rassembler les acteurs autour de la table pour pouvoir un peu voir dans quelle mesure on peut davantage aller dans le sens de l'atténuation de ces hausses-là sur le prix de l'aliment de volaille. C'était le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. La virulence de la 3e vague de la pandémie et la fréquence élevée des cas chez les femmes enceintes interpellent et inquiètent le personnel médical. Les femmes en état de grossesse avancée sont plus exposées à l'infection au coronavirus dans sa forme la plus grave. L'association des gynécologues et obstétriciens recommande vivement la vaccination chez les femmes enceintes à tout âge de procréer. Les personnes asthmatiques, les personnes bronchitiques avec fibrose ou avec une insuffisance respiratoire chronique doivent obligatoirement continuer à se faire suivre pour avoir un équilibre de la pathologie chronique. C'est ce qui leur permettra d'avoir moins de risques de développer des formes graves en cas d'infection au coronavirus. Le coronavirus qui a fait ces dernières 24 heures 656 nouvelles contaminations, 9 décès avec 63 cas graves en réanimation. À Tchoti, c'est une foule nombreuse qui a accompagné le 8e khalife de Thiénaba dans sa dernière demeure ce jeudi. Serigne Abdourahim Seck repose désormais dans la cité religieuse de Tchoti où il résidait depuis plusieurs décennies jusqu'à son accession au Khilafa en juin 2020. C'était la volonté du défunt. En politique, on s'est intéressé aux prochaines élections locales avec le Parti démocratique sénégalais, des libéraux en conclave pour peaufiner leur stratégie. Le responsable de la propagande Hassan Ba était l'invité de cette édition. Au Burkina, le processus pour un retour dans la dignité des réfugiés maliens qui ont fui à cause des actes terroristes est au centre de plusieurs rencontres à Ouagadougou. Le journal de l'économie a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.